Bonjour à vous et bienvenue dans le 198e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de La Terre Verte, album passionnant que l'on doit au scénario du talentueux Alain Hérol, au dessin du non moins talentueux Hervé Tanquerel, et le tout est édité chez Delcourt dans la collection Mirage. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Strange Fruit qui revient sur la chanson du même nom interprétée par Billie Holiday, un titre signé Vincent Hazard au scénario et A. Dan au dessin, pour un album paru chez Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre. Je parlerai ensuite de la jeunesse de Joséphine Baker avec un album baptisé Tumpy que l'on doit au scénario de Jean-Luc Cornette, au dessin d'Agnès et Innocent, et le tout est publié chez Glénat. Avec à l'intérieur, je vous parlerai de la nouvelle bande dessinée de Mathieu Sapin, où cette fois il s'immerge au sein de tous les services liés au ministère de l'Intérieur, un album publié chez Dargaud. Il sera temps ensuite d'aborder une thématique délicate, celle de la maladie d'Alzheimer avec Blizzard, là où l'oubli commence, un album que l'on doit à l'américaine Denise Dorrance pour un titre publié chez Bayard Graphique. Je vous présenterai aussi La Passe Visage, histoire très singulière que l'on doit à l'artiste new-yorkais Corinne Chadmi, un album édité chez Marabule. Enfin, je terminerai par la réédition d'un autre album signé Corinne Chadmi et toujours édité chez Marabule, Le Voyageur, titre qui avait déjà été édité en France chez Ici Même en 2017, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez aussi vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. À bord de son bateau qui fend les grosses vagues, le regard noir dirigé vers l'horizon, dès la première page de La Terre Verte, on se familiarise avec celui qui deviendra Richard Ier, marquant par ce nom même la première référence shakespearienne que l'on retrouve ici. Le Richard en question nous vient tout droit d'Angleterre, son regard bleu perçant et ce sourire carnassier en disent tout de suite beaucoup sur ce personnage que la nature n'a pas gâté, puisqu'en plus il est bossu. Pour autant, cela n'empêche pas Richard d'être de la race des meneurs, de ces hommes qui ont soif de pouvoir jusqu'à la lie, une soif inextinguible que l'on découvre ici au fil d'un album qui se déploie sur 264 pages. C'est au Groenland, à la sortie du Moyen-Âge, que nous entraîne La Terre Verte sur un territoire où le blanc des neiges et de la glace est souvent bien plus présent que les vertes prairies que pourrait laisser imaginer le titre. Dans ces contrées éloignées et inhospitalières, que le froid permanent rend difficile à habiter, vit une population avec ses coutumes et ses croyances, une civilisation qui partage ce territoire avec les Inuits, que l'on appelle alors les Skrulings. Le lecteur apprend à les découvrir en même temps que Richard en découvre les faiblesses, failles dont il se servira pour régner sans partage sur ce territoire, se servant de la religion ou des traditions pour asseoir son pouvoir. Car c'est là toute la mécanique de ce personnage machiavélique avant l'heure, se servir de la faiblesse des hommes pour dominer, lui qui nous regarde sous cape sur cette couverture où se mélangent la noirceur et le rouge de la violence.
À l'image de cette danse macabre qui se déploie en bas de cette même couverture et que l'on retrouve au sein de cet épais ouvrage, de danse macabre il en sera largement question, car notre époque contemporaine nous le prouve encore, difficile de régner dans le monde des hommes sans tuer son prochain. C'est à Alain Hérol que nous devons ce scénario simple à suivre, en dépit de toutes les thématiques qu'il déploie, un scénario qui repose sur ce personnage dont on sent dès les premières pages qu'il va nous entraîner dans une drôle d'aventure. Je vous parlais de références shakespeariennes au début de cette chronique, elles se retrouvent dans le découpage même de cet album qui se retrouve scindé en plusieurs actes et scènes à la manière d'une pièce de théâtre. Le fait d'entraîner les personnages de son histoire sur une terre désolée et éloignée participe à cet aspect tragique qui s'infiltre dans les interstices de ce récit, avec au passage le thème de la tragédie que ne réunirait pas non plus Shakespeare. Ce Richard incarne d'ailleurs à la perfection un personnage shakespearien, celui de Richard III, permettant ainsi de lire La Terre Verte comme une sorte de continuité de la pièce de l'auteur anglais, avec un personnage principal qui aurait survécu à la bataille de Bosworth. Ici, Richard se servira des quelques valeureuses personnes présentes au Groenland pour mieux les manipuler et asseoir sa souveraineté. Ce sera le cas de la belle et valeureuse Ingeborg, qui l'aimera avant de l'éloigner du pouvoir. Richard utilisera aussi la religion pour asservir ce peuple avant, là aussi, de s'en écarter, terminant de composer avec tous les instruments qu'il a à sa disposition pour se faire couronner roi et régner sur ce territoire qu'il considère comme un tremplin avant de revenir en Angleterre. Pour mettre en dessin cette aventure passionnante, c'est Hervé Tancrel que l'on retrouve au crayon, lui qui, avec Groenland Vertigo, nous avait déjà entraînés par le passé sur ce territoire qu'il connaît pour y avoir passé du temps physiquement. Ici, il donne beaucoup de personnalité à ses héros, en particulier à son Richard Ier, et propose un découpage dynamique qui tient en haleine de la première à la dernière page le lecteur. À noter les belles couleurs très à propos d'Isabelle Merlet, pour un album sorti il y a plus de 2 mois dans une version noir et blanc collector, avant que n'arrive en librairie le 9 avril dernier cette édition mise en couleur qui apporte ici beaucoup de profondeur à ce récit. Ce sont les éditions Delcourt, dans la collection Mirage, qui publient ce superbe album qui ne manque absolument pas d'intérêt, un titre où la soif de pouvoir sert de fil rouge pour un personnage dont on se plaît à contempler l'énergie qu'il déploie pour le conquérir. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est une double destinée que propose mon premier coup de cœur, un album baptisé Strange Fruit, du nom de la chanson interprétée par Billie Holiday, que l'on doit à un certain Abel Meeropol, auquel le sous-titre de l'album, La chanson d'Abel, fait référence. C'est ici l'adaptation d'un documentaire imaginé pour la radio, pour l'émission de France Inter Autant en emporte l'histoire, qu'adapte Vincent Hazard, qui donne ainsi une nouvelle vie à ce projet sous la forme d'une bande dessinée. Le propos ici est de nous raconter dans quel contexte cette chanson a vu le jour et quelles répercussions elle aura eu autant pour l'interprète que pour celui qui en a écrit les paroles. L'interprète, Billie Holiday, est déjà une star du jazz au moment où Meeropol vient lui proposer son texte. La chanteuse au fort caractère et aux excès en tout genre va avec ce morceau faire évoluer son répertoire vers une chanson plus engagée. En effet, Strange Fruit, titre de la chanson en question et de cette bande dessinée, est un texte très polémique qui parle de la ségrégation raciale aux États-Unis et dont les étranges fruits qui pendent aux arbres sont en réalité des cadavres d'hommes noirs qui ont été lynchés. C'est une photo reproduite en fin d'ouvrage dans une partie documentaire qui va donner à Abel Meeropol l'idée d'écrire ce texte très fort qui restera une chanson marquante et qui remet celui qui l'a écrite dans la lumière avec cette BD. Abel Meeropol est alors enseignant au moment où il compose les paroles de ce morceau, et si dans un premier temps, Billie Holiday snobe ce texte, qui ne lui ressemble pas complètement, elle va vite en déceler toute sa force et l'ajouter à son tour de chant.
Entre les couleurs sombres des clubs de jazz et de la drogue ou l'alcool qui vont accompagner la chanteuse une bonne partie de sa carrière, et les couleurs éclatantes d'une Billie Holiday qui triomphe sous les projecteurs des clubs où elle se produit, A.Dan, pseudo derrière lequel se cache Daniel Alexandre, propose un dessin de toute beauté. Expressif, son trait et ses couleurs proposent une petite patine rétro totalement bienvenue pour nous replonger dans cette période de l'histoire avec en toile de fond la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et la chasse aux sorcières à Hollywood. En proposant la mise en avant de deux destinées singulières dans cette Amérique qui est encore en proie à des démons comme le racisme et la ségrégation, le duo permit aussi de mettre en relief notre époque plus contemporaine. Album passionnant à parcourir, encore plus en mettant en fond la voix de Billie Holiday, Strange Fruit est un titre captivant de bout en bout, un album paru le 4 avril dernier chez Dupuis dans la collection Air Libre, un titre que je vous recommande chaudement, bien évidemment. Passons d'une star à l'autre en découvrant maintenant la jeunesse tumultueuse, pour reprendre les mots du sous-titre, de celle qui se prénommait Tumpy et que nous connaissons bien mieux sous le nom de Joséphine Baker. J'avais déjà beaucoup aimé me plonger dans la biographie qu'avait consacrée le duo Catel et Bokeh sur cet artiste entré au Panthéon le 30 novembre 2021. Ici, la focale est mise uniquement sur la jeunesse de cette grande dame. Et le moins que l'on puisse dire est que cette jeunesse a été marquée par les privations et la violence. Malgré cela, ce sourire que la jeune Tumpy arbore en couverture symbolise tellement cette extraordinaire résilience qu'elle avait en elle. La jeune Tumpy, appelons-la comme ça, même si son vrai prénom est Freda, Joséphine étant son second prénom, grandit sur les bords de la rivière Missouri du côté de Saint-Louis, où elle est née en 1906. Sa maman chante dans les rues le soir pour gagner sa vie, se prostitue à l'occasion. Quant à la figure paternelle présente à la maison, il ne fait strictement rien, sinon engueuler sa femme et sa fille du matin au soir. Dès son plus jeune âge, Tumpy n'aime pas l'école, son plaisir à elle c'est de danser, de chanter, de faire le show pour des camarades et des passants qui en redemandent encore. De cette enfance marquée par la grande pauvreté, elle tire une véritable attirance pour les lumières de la scène, cette capacité qu'elle a à rêver sa vie en grand et à mettre de côté un quotidien très rude que le scénario de Jean-Luc Cornette n'omet pas de rappeler. Ainsi, à 8 ans, elle ira travailler pour une femme blanche qui n'hésitera pas à lui ébouillanter les mains et à 10 ans révolus, elle passera du temps en compagnie de messieurs sous le regard complice d'une maman aimante mais défaillante. Ces expériences difficiles vont la faire grandir plus vite, mariée à 13 ans et déjà sur les planches à 15, c'est un destin vraiment extraordinaire qui se déploie sous nos yeux dans cet album accrocheur et captivant que nous devons au dessin de l'artiste italienne Agnese Innocente. On retrouve ce trait gracieux et aérien qui est sa marque de fabrique, un trait qui colle parfaitement bien avec l'héroïne de cette histoire que l'on découvre toujours en mouvement. C'est aussi ce dessin qui permet de mettre à distance un misérabilisme dans lequel cet album ne tombe jamais, préférant avec une mise en couleur douce mettre en avant cette énergie et cette joie de vivre qui caractérisera tant Joséphine Baker. Ce sont les éditions Glénat qui publient cette bande dessinée dans laquelle j'ai pris grand plaisir à me plonger, un titre sorti le 16 avril dernier pour une histoire qui tient en 128 pages. Mathieu Sapin est un auteur de bande dessinée dont la réputation n'est plus à faire, passionné par ces sujets qu'il raconte souvent après avoir vécu un moment en immersion dans des albums où se mêlent l'humour et la restitution de ce à quoi il a assisté durant tout ce temps passé pour préparer son projet. Lui qui n'a jamais eu affaire à la police de sa vie est donc entré dans son nouveau sujet avec une certaine naïveté, puisque pendant 1 an et demi, Mathieu Sapin a eu l'occasion de vivre de l'intérieur la vie de tous les services qui dépendent justement du ministère de l'Intérieur. C'est donc tout naturellement que son nouvel album édité chez Dargaud s'intitule À l'intérieur, et pour les amateurs de cet artiste, dont je fais partie, c'est avec grand plaisir que l'on retrouve son style inimitable qui flirte avec la caricature et dans lequel l'auteur se met en scène du début jusqu'à la fin de l'album. Ici, c'est le casque sur la tête, les bottes aux pieds et un gilet renforcé sur le dos que l'on retrouve dès les premières pages, prêt à assister aux premières loges les compagnies de police chargées du maintien de l'ordre durant les manifestations.
Heureusement pour l'auteur, tous les services et toutes les immersions qu'il va réaliser ne seront pas aussi dangereuses. C'est ainsi qu'en un peu plus d'un an, il nous fait découvrir le travail des préfets, nous entraîne au nouveau siège de la police judiciaire qui remplace le 36 quai des Orfèvres, ou nous fait encore découvrir l'académie de police. La grande force de ce titre est de ne pas porter de jugement, mais juste montrer, avec un humour savamment dosé, et des commentaires que l'on retrouve au sein de petites bulles jaunes qui permettent d'apporter précision, réflexion personnelle et éléments de contexte. Travaillant en parallèle sur un autre projet en immersion au sein du chantier de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, à sortir dans l'année, Mathieu Sapin nous livre ici un album instructif qui apporte un regard sur un tas de métiers liés au ministère de l'Intérieur. Comme je le disais, le dessin est tout de suite identifiable, pour qui connaît le travail de cet auteur, avec un personnage souvent représenté plus petit que les autres protagonistes, comme pour signifier ce rôle d'observateur en retrait de l'action, mais bien présent, un dessin mis en couleur par sa sœur, Clémence Sapin. Sorti en librairie le 11 avril dernier chez Dargaud, donc à l'intérieur et avec Anatomie d'un commissariat, sorti en janvier dernier chez Bayard, un titre qui permet de mieux comprendre et mieux appréhender des professions souvent montrées du doigt alors qu'elles sont indispensables à la société. C'est aux États-Unis, dans l'Iowa, que nous entraîne mon coup de cœur suivant, un titre poignant et intime sur un sujet qui a directement concerné l'autrice de cet album, l'américaine Denise Dorrance, dont c'est ici le premier projet en bande dessinée. Cartooniste reconnue, que ce soit aux États-Unis ou encore en Angleterre, où elle réside maintenant depuis de nombreuses années, elle raconte ici l'histoire de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et l'impact que cela va avoir sur sa propre vie. Première chose, et non des moindres, après n'avoir pas réussi à joindre celle avec qui elle essaye de discuter au moins une fois par jour au téléphone, on va lui apprendre que sa mère gisait sur le sol de son domicile dans un état de grande confusion. C'est ainsi qu'elle est transportée à l'hôpital avec des blessures superficielles et que Denise va s'embarquer dans le premier vol venu en direction de l'Iowa, sa région natale, pour se rendre au chevet d'une maman qu'elle retrouve désorientée. Il faut dire qu'à 91 ans, la vieille dame a depuis quelques années des pertes de mémoire, en dépit de vieux souvenirs encore bien vivaces, et qu'elle vit seule dans la maison familiale qui a vu grandir l'autrice, ainsi que sa sœur avec qui elle est en froid, et son frère décédé à l'âge de 37 ans. Cette histoire familiale, on la découvre par petites touches au milieu des réflexions que l'autrice fait sur la mort, sur les angoisses qui l'étreignent au moment où elle a la sensation que la disparition de sa mère est maintenant un événement qui se rapproche. Cette dernière a d'ailleurs déjà commencé à disparaître, incapable qu'elle est de savoir dans quel endroit elle se trouve ou qui sont les personnes qui l'entourent au quotidien, que ce soit les infirmières ou même parfois sa propre fille. C'est en plein hiver que se raconte cette histoire, au moment où un important blizzard, qui donnera le titre à cet album, frappe la région, un blizzard violent et glaçant qui sonne comme une métaphore de l'épreuve qu'est en train de traverser l'héroïne. Avec un style que le Guardian n'hésite pas à comparer à Posy Simons ou encore Alison Bechdel, Denise Dorrance propose un dessin avec un trait délicat et aérien bienvenu au regard des thématiques que développe l'album. Comme je le disais d'entrée, cette histoire intime et personnelle est très touchante, n'omettant pas au passage de brocarder le système de santé américain qui manque d'humanité et qui est juste guidé par les réalités bassement économiques. Avec une mise en couleur dominée par un bleu polaire et une liberté sur la mise en page qui s'affranchit du gaufrier, nous avons avec Blizzard, sous-titré Là où l'oubli commence, un titre captivant que j'ai adoré découvrir, arrivé en librairie le 9 avril dernier aux éditions Bayard Graphique. Avec la Passe-Visage, son nouvel album édité en France est disponible chez Marabule. La collection dédiée à la bande dessinée du groupe Marabout, c'est le grand retour de l'auteur Corinne Chadmi en librairie. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cet auteur qui a cette faculté à s'emparer de sujets de société pour en faire des histoires passionnantes, mais qui sont aussi capables de raconter qui sont les humains et dans quelle direction ils s'orientent. C'est encore la même chose avec la Passe-Visage, projet que raconte Corinne Chadmi dans une postface où l'on apprend qu'il voulait raconter l'histoire d'une comédienne, mais aussi parler du phénomène des familles de substitution au Japon.
C'est donc en mélangeant ces deux thèmes qu'il nous livre une bande dessinée riche et passionnante à suivre, qui va nous faire entrer dans l'intimité de son personnage principal, une certaine Rose, qui a la faculté de changer de visage et de personnalité. Dans ce New York futuriste, une nouvelle technique médicale permet aux humains qui le souhaitent, moyennant l'implantation d'un dispositif dans le corps, de faire évoluer l'apparence en permanence, opération qu'a subie Rose. Comédienne qui n'arrive pas vraiment à gagner sa vie en courant les castings, elle décide de travailler pour la société qui est tue en incarnant pour les clients qui payent, ici une femme décédée, une maman pour ses enfants, une sœur ou encore une petite amie pour quelques heures. Ce subterfuge n'est bien entendu pas sans conséquences, non seulement pour les clients, mais aussi pour Rose, qui doit à chaque fois se diluer dans chacun de ses rôles derrière lequel il faut disparaître, mais aussi des conséquences sur sa santé face à une technologie qui possède de nombreux détracteurs. Avec beaucoup d'intelligence dans la construction de son scénario, où l'on alterne les rendez-vous et les cours de comédie, Corinne Chadmi nous fait suivre le quotidien à la fois ordinaire, mais jamais répétitif, d'un personnage qui doit aussi lutter avec ses propres démons. Côté dessin, on retrouve ce trait simple et en même temps stylisé de l'auteur installé à New York, un graphisme dont les couleurs froides mais douces collent à merveille avec le propos de l'ouvrage. Dystopie qui interroge autant sur la psychologie humaine que sur notre lien avec les nouvelles technologies, la passe-visage est forcément une bande dessinée qui interroge au moment où l'humanité semble courir derrière des évolutions technologiques qui semblent la dépasser. Arrivée en librairie le 16 avril dernier, la passe-visage fait partie de ces titres que j'attendais avec une certaine impatience, tant je me suis toujours retrouvé dans les projets de Corinne Chadmi, un auteur dont j'aime toujours autant le travail. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition du Voyageur, autre album que l'on doit à l'auteur Corinne Chadmi, décidément mis à l'honneur ce mois-ci au sein des éditions Marabule. C'est dans une civilisation au bord du gouffre, avec une humanité en voie d'extinction, que nous transporte ce récit dont la couverture illustre à merveille ce que l'on retrouve au sein de cet album. On y voit celui qui se prénomme Lucas et dont on va suivre l'errance dans les 7 chapitres que comporte cette bande dessinée, une errance qui semble avoir démarré il y a maintenant de très nombreuses années et dont on découvre la finalité dans une dernière partie et un épilogue bouleversant. C'est un personnage bien mystérieux que l'on découvre ici. Lucas est comme un spectateur de cette humanité qui décline et tend à disparaître, lui dont on ne comprend pas vraiment quel est le but recherché durant son voyage. S'il essaye avec beaucoup de lassitude de mettre en garde des humains qui ne pensent qu'à s'amuser et à jouir de la vie, de leur fin prochaine, ceux-ci ne l'écoutent guère, voyant en lui un oiseau de mauvais augure. Pourtant, au fil de cette errance que l'on suit durant les 176 pages de ce titre, on voit des pans de l'humanité disparaître et la survie s'organiser avec une société qui distingue encore les classes sociales, même quand le chaos est bien installé. On découvre aussi que Lucas n'est pas le seul à être atteint de ce que l'on pourrait qualifier de malédiction, faire partie d'une espèce et la regarder disparaître à petit feu étant le mal qui touche ces êtres dont on finit par comprendre, comme je le disais, l'origine de ce sortilège. Si le propos n'est pas franchement joyeux, on ne peut s'empêcher d'y voir une parabole assez pertinente de notre monde qui, à certains égards, court à sa perte, mais dont la grande majorité de l'humanité semble s'en moquer ou est préoccupé par toute autre chose. Édité en 2017 chez Ici Même, on retrouve ici ce trait léger, mais déjà affirmé, de l'artiste installé à New York et originaire d'Israël, avec une mise en couleur différente d'un chapitre à l'autre, dont les teintes se font de plus en plus sombres dans une bichromie rompue seulement de temps à autre pour apporter de la lumière. Si vous ne connaissez pas cette histoire, que j'avais pour ma part découverte au moment de sa sortie, c'est le moment ou jamais de vous rattraper. Le Voyageur est un titre crépusculaire certes, mais dont le héros, profondément humain en dépit de sa malédiction, est un spécimen très intéressant à suivre de notre espèce. Ainsi se termine ce 198e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album La Terre Verte,
que l'on doit au scénario d'Alain Hérol, au dessin d'Hervé Tancrel, et c'est édité chez Delcourt dans la collection Mirage. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 12 mai, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.